Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce second numéro sur les thèmes des empires. L'animal qui les symbolise, c'est l'aigle. Ce rapace s'est imposé comme étant le symbole incontournable. De l'Empire romain au Troisième Reich, en passant par le Second Empire napoléonien, tous ont fait de ce majestueux oiseau leur emblème. Pourquoi a-t-il inspiré autant d'empereurs? En quoi incarne-t-il la puissance et la domination? C'est un sujet de Julien Garel et de Romane Boudier. Des serres puissantes, une envergure imposante, un regard vif et menaçant, ce n'est pas un hasard si l'aigle est devenu l'emblème impérial par excellence. La mythologie gréco-romaine fut la première à sacraliser le rapace. Je pense que le modèle, c'est l'Empire romain. Et donc pour tous les empires, en Occident en tout cas, il y a l'idée de se faire héritier de l'Empire romain. C'est devenu l'animal impérial et ça a été le modèle pour tous les autres empires dans le monde occidental. Empire napoléonien, byzantin, russe ou autrichien, tous ont fait de l'aigle leur figure héraldique principale, y compris le Troisième Reich qui souhaitait incarner la grandeur du Saint-Empire romain germanique. L'aigle est un animal particulièrement fort et surtout invincible par un autre animal. L'aigle a l'avantage évidemment d'être en altitude dans les cieux, donc ça lui donne une espèce de supériorité visuelle, il est plus proche du monde des dieux. Mais la fascination suscitée par l'aigle ne saurait se résumer à sa position naturellement dominante. Il faut savoir que tous les rapaces sont des oiseaux qui s'adaptent très bien, donc ça c'est une belle preuve d'intelligence. Donc les Amérindiens le considéraient vraiment comme un oiseau qui était symbole de sagesse et bien sûr d'une prestance incroyable. Et on sait que seuls les grands chefs indiens avaient le privilège de porter des coiffes ornées de dizaines de plumes de cet aigle qui symbolisait effectivement donc, le pouvoir et la sagesse. Des attributs qui ont souvent valu à l'aigle d'être considéré comme le lion du ciel. Passons à un sujet d'actualité. Créée en 2006, l'organisation terroriste Daesh n'a cessé d'agrandir son territoire. D'abord implantée en Irak, elle s'est considérablement développée en Syrie. Aujourd'hui, de nombreuses organisations lui prêtent allégeance à travers le monde, du Moyen-Orient à l'Afrique. Daesh s'étend et vise encore davantage de territoires. Va-t-on vers la création d'un nouvel empire? C'est la question à laquelle Julie Roser et Sébastien Guerche ont tenté de répondre. Ce mouvement terroriste se joue des frontières et prétend même fonder un État. Telle est la menace. Elle est globale. Une menace globale et un ennemi principal connu de tous, Daesh. Il occupe désormais un territoire équivalent au Royaume-Uni, réparti entre l'Irak et la Syrie. Dans sa conquête, Daesh sème la terreur. Massacre de population, mise en scène d'exactions macabres et récemment, destruction de sites archéologiques comme ici à Mossoul, début 2015, ou plus tard à Palmyre, le tout volontairement sous l'œil de leurs caméras. Palmyre leur sert à attirer l'attention. Ce ne sont pas les vieilles pierres qui sont visées, ce n'est pas uniquement ça. Ce qui est visé, c'est l'ensemble des valeurs universelles. En 2014, l'organisation se recompose. Le 29 juin, son chef, Aboubacar al-Baghdadi, proclame un califat sur les territoires qu'il contrôle, une référence directe aux empires ottomans ou abbassides. Petit à petit, Daesh tente de s'organiser. Daesh s'applique de vraiment démontrer à travers une administration, à travers la levée des impôts, à travers un système juridique extrêmement violent, que l'organisation est capable d'au moins administrer un État, mais on est vraiment loin de la construction d'un empire dans le sens classique du terme. Le territoire actuellement contrôlé par Daesh est pourtant vaste et compte entre 7 et 10 millions d'habitants. Malgré ces efforts, l'organisation est bien souvent supplantée par les initiatives locales. Dans les provinces, les disparités sont donc nombreuses. Ils essayent d'y mettre de l'ordre, enfin leur ordre, de rétablir l'électricité quand ils le peuvent, d'assurer un minimum de moyens de subsistance. Enfin, ils essayent de remplacer l'État. Il y a des endroits où ça doit à peu près marcher, il y a des endroits où, au contraire, ils sont tout à fait en dessous de ce qui est nécessaire. Mais enfin, il ne faut pas oublier qu'on est dans toute cette zone, dans une économie de la précarité. Dans sa propagande, Daesh se présente à l'Occident comme ultra puissant. Pourtant, la réalité du terrain semble bien différente. Daesh se rêve en califat, mais il est pour l'instant encore loin d'être un État. Avec Daesh, nous avons vu que la religion occupait une place importante. Mais déjà à l'époque de l'Empire colonial français, elle constituait le maillon central de la société. Pour évoquer ce sujet, retrouvons Julie Roser qui reçoit Augustin Jomier pour une interview. A tout de suite. Bonjour Augustin Jomier. Bonjour Julie.
Vous êtes historien spécialiste de l'islam dans l'Algérie coloniale. Alors les religions ont eu une importance capitale dans beaucoup d'empires et c'est aussi le cas dans l'empire colonial français. Oui, bien sûr. Alors l'empire colonial français voit le développement de missions chrétiennes, catholiques et protestantes, comme l'ensemble des empires coloniaux européens depuis le XVIe siècle. Alors ça a d'abord été des missions catholiques, les protestants étant entrés dans le jeu seulement à la fin du XVIIIe siècle. Expliquez-nous un petit peu les conditions et dans quel objectif ces missions étaient réalisées. Alors l'objectif premier, et qui reste le même pendant toute la période coloniale, c'est évidemment l'objectif de convertir les populations locales. Après, vous avez le développement d'autres objectifs plus sociétaux, plus utilitaires, on pourrait dire. Développement d'écoles, développement d'infrastructures hospitalières. Et justement, quel est le rapport entre l'État et ces missionnaires? Quels intérêts a eu l'État grâce à ces missionnaires? Les objectifs des missionnaires ne sont jamais les mêmes que ceux des pouvoirs. Et pourtant, à partir de l'année 1870-80, il y a une alliance objective qui se fait entre empires et missionnaires. Les empires servant l'expansion missionnaire et inversement. La religion a aussi servi à rassembler, à fédérer des mouvements anticoloniaux. Vous pouvez nous expliquer? Là, il y a deux ordres de choses. Il y a la religion dans les mouvements de résistance au moment des conquêtes. Et puis, bien évidemment, plus tard, à partir de l'entre-deux-guerres, les religions servent, suivant les contextes, de ferment pour la constitution d'identité nationale, où vous avez aussi des chefs religieux, alors ça peut être des chefs religieux musulmans, mais aussi chrétiens ou autres, qui vont s'engager en politique pour défendre des causes désormais nationales. Merci beaucoup, Augustin. Je vous en prie. Il est temps pour nous de retrouver Dame Agassa pour la suite de nos reportages. Maintenant, petit retour en arrière. Rappelez-vous, si je vous dis 732, Charles Martel, forcément ça vous évoque la fameuse bataille de Poitiers où le chef des Francs repousse les Sarrasins. Eh bien, figurez-vous que cette histoire fait l'objet de multiples interprétations. C'est ce que nous expliquent Jonathan van der Voort et Lina Bensonoussi dans leur reportage. La bataille de Poitiers divise. Charles Martel n'aurait pas combattu les Sarrasins au nom de l'Empire chrétien, mais pour asseoir son pouvoir. Et en face, Abdelrahman serait venu piller et non conquérir. Les historiens s'opposent jusqu'au lieu même de la confrontation, qui aurait pu se dérouler sur 38 lieux différents, comme ici, à Ballon-Miré, où des vestiges témoignent. Les vestiges sont des témoins. Certains documents d'histoire corroborent ces vestiges, ces découvertes de vestiges. Et donc, il y a eu une bataille. Est-ce que c'est celle qu'on dit avoir lieu à Poitiers, ou est-ce qu'il y a eu une bataille à Poitiers et une bataille ici? La polémique reste ouverte, on va dire. À 80 km de là, près de Poitiers, un musée à ciel ouvert présente un autre terrain présumé de la bataille. Les sources historiques sont rares. La principale d'entre elles provient d'un chrétien d'Espagne, l'anonyme de Cordoue, mais elle ne compte que quelques lignes. Le site se veut pédagogique. Le but, repousser les interprétations plus politiques d'une confrontation supposée entre la civilisation chrétienne et la civilisation arabe. Il ne s'agit pas vraiment en fait d'une bataille de civilisation, c'est une rencontre plutôt qu'une bataille, et également de voir l'apport que les deux civilisations ont eu, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas arrêté une invasion, puisqu'on a encore une présence arabo-musulmane en Gaule et encore en Espagne assez importante. L'armée sarrasine ne se composait pas que de musulmans, mais aussi de chrétiens et de juifs. La date de l'événement est elle-même mise en question. La bataille aurait pu avoir lieu en 1632, 1633, voire 4 ans plus tard. C'est le dernier jour de cette 18e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Et pour ce dimanche, le programme est varié. Tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Une conférence originale vous attend, le cinéma à l'assaut des empires. Au XXe siècle, le 7e art devient, contre toute attente, un contre-pouvoir. Cet événement comblera votre appétit. Pour le jeune public, nous conseillons le récit « Journal d'un poilu ». Son auteur vous contera le parcours d'un combattant de la Première Guerre mondiale. Du nord de la France aux confins des Balkans, vous apprendrez à le connaître à travers son carnet de route. Enfin,
Des témoignages uniques seront à découvrir à 14 h à la Maison de la Magie. 5 rescapés de camps de concentration nazis raconteront l'enfer qu'ils ont vécu il y a 70 ans. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine. On se retrouve l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée et au revoir.